Donc, je vais mettre l'enregistrement. Voilà, tip top. Parfait. Alors, du coup, avant qu'on commence, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette conférence? En tout cas, je me réjouis d'être là. Je suis honorée de faire ma première conférence par Zoom avec vous. J'en ai déjà fait, mais en direct, hein. Et là, l'idée, c'était de me challenger et de le faire par Zoom, que les gens puissent le faire depuis le confort de chez eux. Donc, j'espère que tout ce qui est technique sera de mon côté et va bien se passer, mais autrement, ben, je ferai en sorte que ça se passe au mieux. Du coup, Christelle, est-ce que tu as, toi, des questions ou des attentes particulières? Des attentes, par rapport oui, au comportement, que j'ai Oui, pu être en difficulté dans mon passé avec mes enfants. ok, Bah, et puis bon, même en grandissant, parce que maintenant, ils sont comme toi, c'est des grands enfants. ok. À peu près, voilà. Ils ont entre 21 et 40 ans, donc famille recomposée, donc Ah bah c'est pas toujours sympa, tu me évident. rajeunis. Ouais. Tu as déjà des petits-enfants? Du côté de mon mari, oui, deux. Ok. Enfin, deux garçons et trois filles, mais qu'on voit pas beaucoup, les enfants, les filles. Mais les garçons, oui, on va fêter les 1 an du petit, là, bientôt. D'accord, hein, Mm. super. Bon, ben, je ne sais pas s'il y en a qui ont des attentes particulières qui aimeraient les communiquer au départ, ou alors il y aura une partie questions-réponses sur la fin. Ce que je vous propose, c'est que s'il n'y a rien de particulier que j'aurais besoin de savoir avant qu'on commence, eh ben, on fera la partie questions-réponses sur la fin, tout en sachant que si vous avez aussi des questions au fur et à mesure, on est en petit comité, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir intervenir, hein, et puis que ce soit le plus interactif possible. Donc, Mhm. est-ce que c'est OK pour vous si je vous demande de couper le son pour pas qu'il y ait de bruit de fond? Volontiers. Super. Nickel. J'ai encore Simone. Est-ce que tu arrives Non, à... je ferme. Super. Voilà. Parfait. Donc, du coup, je vais directement vous partager mon écran. Comme ça, voilà, je pense que c'est là ce que vous aviez au départ, hein. Et c'est la pub peut-être que vous avez vue, pour laquelle vous êtes venu. Je vais juste enlever parce que là, j'ai la musique qui revient. Hop, voilà, ce sera plus agréable. Tip top. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Peut-être que si vous avez des questions au fur et à mesure, vu que là, j'ai mon écran puis que je ne vois pas forcément tout le monde, n'hésitez pas à intervenir, à mettre le son, et puis comme ça, on a les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez, par quel biais, en fait, vous êtes arrivé sur la publicité qu'il y a là. J'ai fait une petite vidéo en live jeudi sur Facebook où j'ai déjà commencé un petit peu à expliquer certaines choses pour faire un peu de pub pour la conférence. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse transformer nos schémas, hein, nos fonctionnements. Et si je me permets d'être là devant vous, c'est pas que je sais mieux que les autres, c'est que je suis une maman qui a rencontré des difficultés. J'avais envie de faire au mieux, j'avais envie d'être une bonne maman, pour ne pas dire parfaite au départ, hein. Et puis, je pense que quand on est dans ces attentes-là, eh ben, on rencontre des difficultés où on se juge, où on s'aime pas, où on crie, on n'aime pas crier, après on culpabilise. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de revenir un petit peu à la source, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de mon histoire, hein, et après vous expliquer comment est-ce que les choses elles ont pu changer pour moi et qu'est-ce qui m'a aidé de façon à ce que je puisse aussi vous donner des clés que peut-être vous avez déjà entendu parler, peut-être pas, mais de voir comment est-ce qu'on peut les adapter dans son quotidien. Donc, c'est sûr qu'en fonction de ce qu'on a vécu, eh bien, dans un premier temps, j'étais plutôt à vouloir que mes enfants obéissent. Et puis, par après, quand on voit qu'ils obéissent pas, eh ben, on n'en peut plus, on en a marre, on abandonne, et puis ils deviennent un petit peu des enfants rois. Donc, c'est pas l'idée non plus, parce que l'un ou l'autre, l'enfant, il n'est pas vraiment écouté, il est peut-être pas vu, pas entendu.
Et du coup, on arrive dans quelque chose qui est très conflictuel. Et quand ça devient des enfants rois, ça arrive beaucoup maintenant parce que justement, on n'arrive pas à en faire façon, on n'arrive pas à reproduire l'éducation qu'on a pu avoir. Et en fonction de ça, eh ben, les enfants rois, quand ils sont petits, ils ne sont pas en sécurité non plus. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, j'ai commencé à lire plein de livres, à faire des formations, à suivre des conférences. Donc, c'était chouette parce que j'avais plein d'infos, je comprenais beaucoup mieux les choses, mais en même temps, euh, les choses, elles ne changeaient pas vraiment. C'est-à-dire que je culpabilisais encore plus parce que d'avoir toutes ces infos puis de continuer à crier, eh ben, c'est des fois pire. Hein. Donc, c'est souvent ça un petit peu le problème, d'autant plus que maintenant, ben, les choses ont quand même pas mal évolué. Avant, les émotions, elles n'étaient pas du tout les bienvenues, en fait, parce que simplement, on n'était pas au courant. Et puis maintenant, avec tout ce que dit les neurosciences, on a envie d'être dans l'accueil des émotions de nos enfants, de notre entourage. Ça peut aussi être notre conjoint. Et on se rend compte qu'on ne peut pas accueillir les émotions de nos proches si on n'a pas accueilli nos propres émotions. Donc, c'est vrai que c'est tout un cheminement pour aller observer parce que quand moi j'ai mon aîné qui est venu réveiller une colère énorme, pour ne pas dire une rage, une violence même intérieure, parce que je ne suis pas fière, hein, mais on veut leur apprendre de ne pas taper, mais en fait, moi je voulais lui apprendre ça, mais je lui rendais les coups quand il m'en donnait, je lui disais de ne pas crier, on lui crie en dessus, donc clairement, ce n'est pas vraiment l'exemple qu'on veut donner, mais sur le moment, honnêtement, je ne savais pas comment faire autrement. Alors après, c'est sûr que je me mettais dans mon coin, je croyais que mon enfant était responsable, que tout était de sa faute, parce que quand il n'était pas là, j'arrivais très bien à gérer, je ne me mettais jamais en colère. Donc vraiment, pendant toute une série, j'ai cru que c'était mes enfants qui étaient responsables de ce qui se passait. Et quand mon aîné a eu 7 ans, c'est sûr que l'arrivée du deuxième a été très compliquée pour lui parce qu'il a perdu sa place. Ça réveillait encore plus d'émotions. Et quand il a eu 7 ans, j'en pouvais tellement plus que c'était soit on l'internait lui, soit on m'internait moi. J'étais vraiment mais impuissante, démunie. Je pleurais tous les jours, je piquais des crises. Enfin, vraiment, je me reconnaissais plus du tout. C'était très compliqué. Je faisais que de parler de lui, mais pas forcément bien, parce que justement, j'avais l'impression que c'était lui qui avait le problème, que je l'ai amené de gauche, de droite, pour qu'on fasse quelque chose avec ses émotions. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une kinésiologue, et puis elle m'a dit, bah, ce serait peut-être bien qu'on se voie. Puis moi, je disais non, mais moi, je vais bien, en fait, c'est pas moi le problème dans ma conscience à ce moment-là. Et puis, en fait, c'est pas l'idée de chercher qui était le problème, mais c'est plutôt ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est d'observer les émotions qui venaient réveiller à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte que même si j'avais pas l'impression que la colère, c'était quelque chose de connu dans ma famille, et ben, que petite, j'avais ravalé pas mal d'émotions. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'étais dans une mauvaise famille et tout ça, mais clairement, il y a eu plein de frustrations que j'ai vécues, mais je ne me sentais pas forcément aimée quand je les vivais. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ben, plutôt que de vivre ma colère, je me suis peut-être mise à pleurer. Et puis, en pleurant, j'avais peut-être un petit peu plus d'attention. Et du coup, c'est là que se construit un petit peu le schéma de victime, hein, puisque quand on se met à pleurer, on a de l'attention, ben, du coup, on va continuer à le faire comme ça, même quand il y a des choses qui nous déplaisent. Et c'est ce qui fait que je pensais que la colère, j'en avais pas. Donc, en fonction de ça, ce qui m'a vraiment aidée, parce qu'après, je me suis dirigée, je me suis formée en kinésiologie, ça m'a aidé énormément. Je suis allée revisiter énormément de choses du passé que j'avais même pas idée. Et puis, ça m'a vraiment bien aidée. Mais par contre, dans mon schéma familial, eh ben, mon aîné qui était beaucoup dans la colère, chaque fois qu'il se mettait dans cet état-là, je me rendais compte que j'avais plutôt tendance, en fait, à soit surenchérir, me mettre aussi en colère, ou alors à prendre un peu la fuite, à être dans l'évitement de ce qui se passait. Et un jour, j'ai découvert le nerf vague, qui pour moi est le nerf des émotions. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais du coup, c'est en lien avec la théorie polyvagale, et c'est de ça que je vais vous parler cet après-midi, mais vraiment en lien avec la maternité, avec le fait d'être parent, tout en sachant qu'il peut s'adapter absolument dans tous les domaines, parce que c'est vraiment une prise de conscience, c'est un peu comme du coaching rééducatif. Alors,
Je continue. Voilà, donc le nerf vague, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un des plus grands nerfs qu'on a et qui va depuis le cerveau, il descend dans tous les organes et il va être le long de la colonne vertébrale et il va aller donner des informations à tous nos organes principaux. Ça peut être les poumons, le cœur, l'estomac, les intestins. Donc, il va vraiment interpréter les choses et puis ben, forcément qu'en fonction de ce qu'il interprète, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, donc comme je dis ça, c'est vraiment le corps, et bien forcément que les sensations, elles vont pas être pareilles. D'ailleurs, il y a des fois où je dis est-ce que la sensation, elle est plutôt agréable ou pas agréable? Ben là, c'est clair que dans le corps, on va sécréter des hormones qui sont différentes. Donc, on peut vraiment intégrer ça un petit peu à du coaching rééducatif parce que le nerf vague, vous en avez peut-être déjà entendu parler chez l'ostéopathe, au niveau massage, ou on en parle au niveau physique, où on va venir le masser, ou alors quand on fait du yoga. Enfin, il y a plein de choses où on parle du nerf vague parce qu'il y a peut-être un peu un effet de mode avec ça. Mais moi, j'ai vraiment envie d'axer sur ce coaching rééducatif. C'est-à-dire que là, c'est pas l'idée d'aller le muscler ou d'aller faire quelque chose de physique, mais plutôt de comprendre les mécanismes de façon à ce que le fait de le comprendre, on puisse changer un petit peu nos schémas. Donc, tout ça, ça vient de la théorie polyvagale. C'est le docteur Stephen Porges qui a découvert ça. Et il a surtout pris conscience, en fait, c'est lui qui a créé le terme de la neuroception. La neuroception, en fait, c'est le fait de ressentir les choses. On a l'impression que tout part de notre cerveau, c'est-à-dire que si on dit allez, ça va aller, sois fort, tout va bien, et ben que ça va être suffisant. Mais en fait, la prise de conscience, c'est vraiment de se dire que c'est d'abord notre corps qui va interpréter les choses et qui va venir donner une information à notre cerveau. Donc, je vous le mets là. Justement, il y a 80% des informations qui partent du corps et qui vont au cerveau, et il n'y a que 20% qui vont du cerveau vers le corps. Et pour vous représenter ce que c'est exactement, je vais vous mettre une petite vidéo et elle dure 1 minute. Je vais juste vous demander d'observer ce que ça vous fait de regarder cette vidéo, de ressentir dans votre corps et puis on pourra partager par la suite. Donc, c'est parti, en espérant que vous entendiez. Voilà. Alors, on partagera peut-être ensemble après de comment c'était pour vous. Mais la plupart des gens, quand ils entendent enfin, qu'ils observent cette vidéo, qu'ils entendent, ça a beau être les mêmes images, la première partie, elle peut être super agressive. Ça donne presque envie de partir tellement que c'est violent. Et c'est là où ça va être important de comprendre que dans notre quotidien, bah, c'est sûr que quand quelqu'un crie ou quand quelqu'un parle fort ou s'énerve, et ça, depuis qu'on est petit, hein, parce qu'on l'a aussi entendu, bah, notre système nerveux, il va interpréter ça comme s'il y avait un stress, mais vraiment limite en termes de danger de mort, lui, il l'interprète. Je continue.
Suite à ça, en fait, le système nerveux autonome, là où il y a le nerf vague, eh bien, en fait, il va pas réfléchir, ça va se passer en fonction des ressentis qu'il peut y avoir. Et vous avez peut-être déjà entendu que souvent, quand il y a un danger, soit on attaque, soit on fuit, ou soit on est dans le figement. C'est vraiment quelque chose au départ, quand j'avais entendu ça, que j'avais l'impression en fait que c'était uniquement quand on était en danger qu'on vivait ça. Alors que finalement, dans une journée, on passe d'un état à un autre systématiquement. Donc là, vous pouvez voir en fait que le système nerveux autonome, il est séparé en deux parties. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique, ça va vraiment, ça n'a rien à voir au fait qu'il est sympa ou pas, hein. Ça va vraiment être une notion d'action. Imaginez en fait que le sympathique, c'est comme une pédale d'accélérateur. Il va faire en sorte dans notre corps de nous mettre dans l'action. Et le parasympathique, lui, il va plutôt justement faire en sorte, c'est plutôt la pédale de frein, faire en sorte en fait que les choses, elles se calment. Donc ça veut dire que pour dormir le soir, on va plutôt être dans le parasympathique. Mais en même temps, ce qui a été découvert avec la théorie polyvagale, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que on a autant bien du sympathique agressif, du sympathique fuyant, et dans le parasympathique, c'est le dorsal. Là, pour bien comprendre, je vais vous prendre l'exemple du chat et de la souris. Le chat, il est plus fort que la souris, donc automatiquement, il va être dans le sympathique agressif, hein, il va agresser la proie, et la souris, elle va prendre la fuite. Par contre, si la souris, elle se fait rattraper, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va se mettre dans l'état du dorsal, le parasympathique. C'est le figement, c'est l'inhibition, c'est vraiment dans son corps. Elle va arrêter de respirer, elle va simuler sa mort, donc elle va déclencher de l'endorphine qui va atténuer la douleur pour pas trop souffrir. Et il suffit que le chat pense qu'elle est morte pour que tout d'un coup, elle ait l'espoir en fait de sauver sa peau. Alors, vous allez me dire qu'on a très rarement un chat sur le dos, mais en même temps, que ce soit une autre conjoint, que ce soit une autre chef, eh ben, en fonction de ce qu'on interprète, on peut avoir régulièrement des personnes qui sont dans le sympathique agressif, et puis nous, tout d'un coup, en fonction de notre histoire, plutôt prendre la fuite. Donc, ce qui veut dire qu'on est constamment dans de l'émotionnel. Et en fait, quand on est dans un de ces trois états, on est en mode survie. Ça veut dire qu'on est dans de l'insécurité. Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets après. Eh ben, ça peut être surprenant parce que la plupart du temps, en fait, c'est tellement des habitudes qu'on ne pense pas du tout être en insécurité. Mais en même temps, c'est ce qui se passe parce qu'on n'est pas forcément en train de vivre le moment présent. On est plutôt dans nos schémas qu'on nous a appris pour justement éviter cet émotionnel. C'est comme si on nous avait appris qu'il y avait les bonnes émotions et les mauvaises émotions. Et moi, j'ai vraiment envie de vous préciser, de vous ouvrir sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Par contre, on est d'accord qu'il y en a des qui sont plus agréables que d'autres. Mais plus on va pouvoir accueillir nos émotions, en fait, plus vite ça va passer. Parce qu'une émotion, c'est quelque chose qui peut passer très vite dans le corps. Notre grand problème, c'est que vu qu'on ne nous a pas appris, eh ben, en fait, ça va plus être des émotions, mais ça va être des pensées qu'on nourrit, où on va dire, ah, mais lui, il m'énerve, j'en ai marre, et ça. Et le fait d'avoir toutes ces pensées dans notre tête va faire qu'on va créer des hormones de stress qui va peut-être nous mettre dans le sympathique agressif. Cette notion de colère qu'on alimente, qu'on rumine, qu'on ravale. Et dans l'idée, ce que j'aimerais vous apprendre, c'est vraiment cet état du ventral. L'état du ventral, c'est vraiment le seul où on est en vie, où on est en sécurité. Et cet état-là, eh bien, on peut le travailler avec le nerf vague, mais l'idée, par exemple, comme je vous disais, on pourrait de faire du yoga, ça va aider notre nerf vague. D'ailleurs, on le sent que ça nous détend. Sauf que si on n'a pas compris la base de ce qui se passe, on va faire des choses uniquement pour se sentir bien à certains moments.
Et dans l'idéal, c'est plutôt justement de comprendre ça et puis de pouvoir se dire, ben, dans l'idéal, c'est pas d'être tout le temps dans le ventral, tout le temps en vie, tout le temps en sécurité. Mais par contre, ça va être de la flexibilité vagale. Et c'est ça la pleine confiance. C'est que quand on est dans un état d'insécurité, sympathique agressif, sympathique fuyant, dorsal, eh ben, qu'on puisse remettre de la conscience. J'aurais envie de vous dire, c'est comme si on pouvait être l'adulte qu'on aurait aimé avoir. C'est-à-dire que plutôt que de juger, plutôt que de blâmer, plutôt que de punir ou bien d'éviter le conflit, ça va être OK, ben là, c'est pas OK ce comportement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer la prochaine fois? Et en fonction de ça, eh bien, ben forcément, les choses, elles peuvent que s'améliorer parce que nous, on va être plus en lien avec nous. Et si on est plus en lien avec nous, eh ben, on va pouvoir être plus en lien avec nos proches. Je passe à la suite. Je vais aller un petit peu plus en détail dans le sympathique agressif. Le sympathique agressif, on a envie de croire que c'est uniquement quand il y a de l'agressivité. Alors, pas forcément. C'est sûr qu'il s'active quand il y a un danger ou quand il y a un stress ou quand il y a une menace physique ou sociale. Il met tous nos sens en alerte. Il est très utile, mais il peut vite devenir épuisant s'il dure trop longtemps. Ça va être un petit peu le côté où je me méfie des autres, j'aime pas l'injustice, je peux éventuellement être impulsif, je donne tout, c'est-à-dire que ça va être les personnes qui sont dans le il faut, je dois, no pain, no gain. C'est vraiment une notion où on doit se battre pour y arriver, c'est la psychologie du mérite. Il faut être fort, il faut faire des efforts, il faut se dépêcher, il faut être parfait. Voyez, toutes ces choses, c'est peut-être les choses que vous avez entendues en étant plus petit ou que vous vous êtes peut-être interprété vous-même. Mais c'est comme si, à quelque part, le monde, il paraît un peu compliqué, un peu stressant. Il y a vraiment cette notion de se battre. Et c'est un petit peu comme si on était en mode guerrier. Et peut-être que pour que ce soit plus compréhensif et significatif pour vous, eh bien, pour vous donner l'exemple, moi, clairement, mon aîné, il s'est retrouvé un petit peu dans ce sympathique agressif. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est notre système nerveux qui programme ça. On peut pas dire choisis le sympathique agressif, choisis le sympathique fuyant. Ça va vraiment être notre cerveau archaïque qui interprète que des choses sont dangereuses, puis du coup, va nous mettre dans ces états. Donc, avec mon aîné qui était dans le sympathique agressif, et que moi, j'étais plutôt dans le sympathique fuyant, je vais vous le préciser après, mais ça fait que c'est comme si mon aîné était le chat et puis que moi, j'étais la souris. Donc, inconsciemment, c'est comme si j'étais en danger et du coup, ben, j'étais tout le temps en réaction. Et le fait de comprendre ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a aidé à changer ma relation. Et je vais aussi vous donner des exemples après pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, ce qui veut dire que je vais venir un petit peu plus maintenant dans le sympathique fuyant, puisque lui, il s'active aussi quand il y a un danger ou un stress, une menace physique ou sociale. C'est pareil que le sympathique agressif. Et ça va vraiment être, les premiers réflexes, c'est l'action. C'est quand il y a un danger, c'est soit j'attaque, soit je fuis. Et ça va être aussi un petit peu un mode d'illusion. C'est vraiment, on croit que tout est beau, que tout est rose, mais on peut vite se perdre. C'est un petit peu depuis petit, peut-être, que vu qu'on n'a pas exprimé nos émotions, on s'est peut-être créé un monde dans notre tête pour que ça se passe mieux. Peut-être d'être positif, de penser que tout va bien, de relativiser. On est un petit peu des fois à se mentir à soi-même. On est dans l'évitement. Le monde, il peut être dangereux, mais on va plutôt le fuir, alors que le sympathique agressif, lui, il va se battre. On est en sécurité que quand on ne se fait pas prendre. Et en fonction de ça, ça va être un petit peu le côté où justement on a appris qu'il fallait l'harmonie, il fallait faire plaisir, il fallait obéir, être sage. Vous voyez, tout ça va faire que on va ravaler un petit peu ses émotions. Et puis, on va faire en sorte que quand il y a un souci, OK, ben, c'est pas grave. En fait, on va peut-être être dans l'évitement. Sauf que quand on se retrouve face à notre conjoint ou à nos enfants, et puis qu'on est dans ces schémas, et ben là, c'est des fois plus difficile d'être dans l'évitement parce que nos enfants, on ne peut pas les rendre le soir. Hein. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'émotions qu'on peut gérer avec les collègues, ravaler, rien dire,
Mais en même temps, quand on arrive à la maison, souvent notre conjoint, nos enfants sont les personnes qui arrivent à nous mettre dans un état qu'on n'aime pas trop. Ça pourrait être un petit peu notre côté sombre, parce qu'on a l'impression que le reste du temps, c'est beaucoup plus facile. Donc vraiment, là, ça va être ce côté où, comme je disais, on évite la confrontation, on fuit ses responsabilités, on utilise beaucoup le oui mais, on s'occupe beaucoup des autres. C'est un petit peu le côté sauveur, hein, au détriment des fois de ses besoins. Donc, c'est un petit peu le mode bisounours ou licorne, pour vous donner d'exemples. Après, on pourra vraiment aller un peu plus dans le détail, mais c'est déjà de vous donner un peu cette base. J'ai conscience que c'est beaucoup d'informations, donc il faudra prendre le temps de digérer et puis de voir ce que vous pouvez en faire. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même des outils pour pouvoir changer certaines choses. Et après, quand on arrive sur le dorsal, eh ben, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment, on n'a pu ni attaquer ni fuir. Donc là, on va être dans le figement. C'est vraiment, on est au stade de la petite souris qui fait la mort. Donc ça veut dire que dans le corps, on va avoir une respiration qui est quasi inexistante. On va avoir la gorge serrée. Des fois, on a envie de dormir, on se dissocie. On peut avoir des vertiges. En termes de sentiments ou d'émotions, ça peut être de la culpabilité qu'on ressent, de la honte, de la victimisation. On se sent impuissant, incapable, dans l'isolement, la tristesse. Et puis, il va aussi y avoir des pensées ou des croyances qu'on va alimenter. Ça pourrait être ce côté où je vais dire, ben, j'y arriverai pas, je suis nulle, j'ai envie de rien, je suis fatiguée, je suis pas à ma place, je souffre. Vous voyez, toutes ces choses qui fait que peut-être qu'on a été trop dans le sympathique agressif, dans le sympathique fuyant, puis qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et si je vous donne l'exemple au niveau éducation, eh bien, c'est un petit peu comme si au départ, on veut être dans le côté de vouloir gérer dans l'action, puis au bout d'un moment, on n'en peut plus, puis ça devient des enfants rois, parce que justement, on abandonne un petit peu notre rôle. On a fui nos responsabilités, puis on est un peu dans le figement. Alors, je regarde juste au fur et à mesure les messages que vous mettez dans le chat, c'est super, comme ça je peux y répondre. Alors, moi, j'ai fait un blocage avec mon chef très autoritaire et à ma petite de 21 ans et mon chéri. Je suis souvent en mode souris dans ma mélancolie et pas à ma place. Voilà. Alors, clairement, là, justement, Christelle, ça va être ce côté où c'est comme si ton chef très autoritaire ou ta fille de 21 ans ou même ton chéri va avoir ce côté où c'est comme si eux, tu interprètes qu'ils sont peut-être dans le sympathique agressif, dans leur façon d'être, et que toi, peut-être que tu as voulu être dans l'évitement, de plutôt l'harmonie, de vouloir leur faire plaisir, mais en même temps, dans la neuroception, comme je vous ai montré avant, avec la vidéo du taxi, eh bien, on ressent plein de choses. Donc, ça veut dire que nos enfants ou même notre entourage ressentent notre insécurité, nous on ressent la leur, puis en fait on déteint un peu les uns sur les autres. Et c'est pour ça que d'apporter du ventral, de la sécurité, être dans le lien, si nous on peut changer d'état, eh ben forcément que les autres vont le ressentir, ça va leur apporter de la sécurité et ils vont pouvoir redescendre plus rapidement. Et là, vraiment, je vous donnerai d'autres exemples après pour que ça ait plus de sens pour vous. Donc, vraiment, le dorsal, il est en mode déprime. Et le ventral, eh ben, c'est celui qu'on aimerait tous. Alors, soyez bien conscients qu'on ne peut pas y être tout le temps, c'est pas possible. Mais par contre, l'idée, c'est de pouvoir amener du ventral dans nos états d'insécurité. Je vois le message, je suis une maman très cocooning pour les autres. Ben oui, clairement, là, c'est un peu le sympathique fuyant qui veut aider les autres, qui veut que les autres soient bien, qui veut faire plaisir. Mais des fois, c'est un petit peu à son détriment. Et dans la neuroception, ça va être, en fait, si je fais plaisir aux autres, les autres sont bien, donc ça veut dire que j'ai l'impression que je suis bien. Sauf que quand on se retrouve à quelqu'un qui tout d'un coup est dans le sympathique agressif parce qu'il vit une émotion de colère, de frustration, et bien là, en fait, son insécurité va venir réveiller notre insécurité et il se peut qu'on se mette dans l'état du dorsal. Donc, tout d'un coup, dans le figement où on ne dit plus rien, on ravale, ou alors on s'est énervé peut-être avant, mais après on culpabilise, puis on se sent tellement impuissant, puis en même temps c'est injuste. Mais en fait, on va rester à alimenter ça dans notre tête. Donc, vous voyez, ce ventral,
c'est vraiment la voie de la confiance, la résilience, on se sent en sécurité, il n'y a pas de danger à l'horizon. J'ai confiance aux autres et en moi-même, le monde me paraît simple, plein d'opportunités. J'ai des projets, je suis créatif, j'attire de bonnes personnes et de bonnes expériences. J'active toutes les possibilités, je suis en mode zen attitude. Mais attention, des fois, on confond l'état du ventral avec le sympathique fuyant. Parce que le sympathique fuyant, quand il va faire plaisir aux autres, puis que tout va bien, ou qu'il va se faire un séminaire avec d'autres personnes qui sont dans l'ouverture de cœur, eh ben en fait, il croit que tout va bien. Et moi, j'en étais vraiment à ce stade-là. Sauf que quand on se retrouve à la maison avec des personnes qui s'énervent, eh ben finalement, là, on se rend compte qu'on était dans le sympathique fuyant parce que du coup, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, le ventral, c'est vraiment la zen attitude, mais tout en étant quand même constructif. C'est pas être positif puis voir que le positif. Ça va vraiment être objectif. OK, il y a des choses qui sont difficiles. Forcément que ça vient activer des choses à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour que ça change? Souvent, moi, j'étais dans mes peurs. J'avais envie de faire plein de choses. Le sympathique fuyant, il est dans ses rêves, dans ses projets, mais il passe pas à l'action. Pourquoi? Parce que ça fait peur, hein. Parce que si je passe à l'action, ça pourrait être la honte, ça pourrait être, je sais pas, on pourrait me juger, on pourrait dire que c'est pas bien. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que pendant très longtemps, je faisais pas de conférences, je faisais pas de Zoom parce que je me cachais un petit peu derrière le côté où ah non, mais de toute façon, je maîtrise pas la technique ou ce genre de choses. Donc, en lien avec ça, maintenant qu'on a vu ces états, c'est de prendre conscience que pour passer du mode survie au mode vie, eh bien, il va y avoir une méthode qu'on appelle la méthode des 4 R. Donc là, à l'écran, vous pouvez voir les 4 R, ça va être reconnaître, respecter, ressources et revisiter. Alors, je vous donne un petit peu plus de détails. Ça va être reconnaître, c'est d'abord en fonction de ce qu'on vit. Les choses, elles vont pas pouvoir changer comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. D'abord, on va avoir besoin de s'observer et de reconnaître les différents états dans lesquels on passe dans la journée. Et en fait, en fonction de ce que je vous ai dit un petit peu, est-ce qu'on est plutôt dans l'action, est-ce qu'on est plutôt sur la pédale de frein, est-ce qu'en termes d'émotion, on est plutôt à vouloir faire plaisir ou plutôt en train de se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Mais vous voyez, tous ces états, c'est déjà de prendre conscience que c'est des états et que c'est pas vous. Que l'état du dorsal, s'il est connu, c'est qu'il a été là pour vous protéger. Et vous voyez, l'état du dorsal, ça va être aussi les enfants qu'on dit qui sont timides, ou même les adultes. Eh bien, en fait, bien sûr que c'est une étiquette, et c'est comme si on la renforce en restant dans cet état. Donc, en fait, on croit que ça nous protège. Mais du moment qu'on en a conscience, c'est de pouvoir dire, mais maintenant, si je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a un danger réel? Parce que la peur, elle est là, en fait, pour nous prévenir d'un danger. Mais la plupart de nos peurs, elles sont dans nos têtes parce qu'on imagine le pire et que du coup, on va réagir en conséquence. Donc, vous allez voir que reconnaître, ce n'est pas l'étape la plus difficile parce qu'on arrive assez facilement à reconnaître si on est dans l'action ou dans le figement ou ce genre de choses. Par contre, la deuxième étape qui est de respecter les états, c'est là, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Imaginez que, par exemple, dans le cadre du travail, ben, vous êtes un petit peu dans le sympathique agressif ou le sympathique fuyant, c'est-à-dire dans une notion d'action, j'y vais, je suis au taquet, il faut, je dois. Ben, en même temps, c'est quelque chose de connu parce que très certainement que depuis petite, vous vous êtes senti valorisé par le fait de dire ah bah super, Simone c'est une bosseuse, Christelle on peut compter sur elle, elle est tout le temps là. Ben, en fait, on s'est senti aimé comme ça, et c'est ce qui fait qu'on est tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Mais en même temps, notre réservoir, il se vide. On fonctionne un petit peu comme une voiture, c'est-à-dire que si on va jamais mettre de l'essence, à un moment donné, notre voiture, elle va dire stop. Elle va nous mettre le témoin qu'il y a besoin d'essence, et puis si on respecte pas, eh ben, elle va peut-être s'arrêter, et le moteur, il va peut-être lâcher si on le fait trop souvent. Donc vraiment,
L'idée, c'est de pouvoir être plus à l'écoute de ce qui se passe pour trouver des moments où justement on a des ressources. Et ça, c'est le troisième R. Quelles sont nos ressources? Eh ben, c'est de se dire que si on est dans l'état du dorsal, ça veut dire qu'on est dans le figement et puis qu'on ne bouge pas, eh ben là, on va plutôt avoir besoin de ressources qui nous mettent dans l'action, qui nous font bouger. Mais si vous dites à quelqu'un qui est dans le dorsal, super, bien, on va courir 5 km, eh ben en fait, ça va paraître beaucoup trop parce qu'il va avoir l'impression de ne pas avoir d'énergie, de ne pas avoir d'entrain, de ne pas y arriver. Il va être dans de la procrastination, il a plein de choses à faire, mais il fait rien. Parce que son réservoir, en fait, il est au plus bas, puis il veut le protéger. Donc, quelqu'un qui est dans le dorsal, la ressource, ça va peut-être juste être de secouer les bras, de secouer les jambes pour voir qu'en fait, il est en vie. Peut-être juste de se dire, OK, ben là, je vais dehors, je respire, je prends l'air. Vraiment, je me remets dans l'action en conscience parce que je sais qu'il n'y a pas de danger. Par contre, quelqu'un qui est dans le sympathique, qui est dans l'action, une ressource, ça va être de se poser. Sauf que si vous dites à quelqu'un qui est dans le sympathique agressif, OK, j'ai un super truc pour toi, allez, viens, on va faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque, eh ben, il va le faire 5 secondes, 10 secondes. Son système nerveux, il va interpréter qu'il y a un danger parce que c'est comme s'il devenait la souris qui fait le mort et puis ça, il n'en veut pas. Donc, en fait, il va se dire, ah non, mais ça, c'est nul, j'aime pas, je fais pas. Alors que si on le fait en conscience, en se disant, bah, c'est sûr qu'au début, j'aime pas du tout, ça me crée du stress, ça remue à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il y a toute mon insécurité qui se réveille, et puis qu'on vient apporter du ventral, c'est-à-dire ce lien, ok, c'est pas agréable, mais tu peux le faire. C'est pas évident, mais on va le faire un tout petit moment pour commencer. Puis peut-être qu'on le fera un petit peu plus après. Une ressource, ça peut être, si je suis vraiment au taquet, ça peut être ben, peut-être de m'imaginer un endroit qui m'apporte quelque chose de léger, où ça va m'apporter du ventral, où ma respiration, elle va être beaucoup plus détendue. Ça peut être une musique pour ceux qui sont très au niveau de l'ouïe. Ça peut être d'aller en forêt, mais on n'y arrive pas forcément tout le temps. Donc l'imaginaire, il va aussi nous aider. C'est vraiment quelles sont mes ressources que je peux avoir, mais l'idée, c'est pas d'attendre d'être au plus bas puis de se dire ah ouais, ça me fait du bien. C'est comment est-ce que je peux mettre des choses en place, en fait, pour pas que j'attende que mon réservoir il soit vide avant de changer les choses. Et le revisiter, ça va être vraiment de pouvoir redonner le pouvoir à son corps. Parce qu'on nous a tellement appris à être dans nos têtes, à contrôler les choses, à se dire ça c'est pas bien, ça je dois pas, la colère, ah, je me sens pas aimée quand je suis en colère, donc ça veut dire qu'il faut pas que je sois en colère. Donc vous voyez, on est devenus nos pires juges, mais en fait on s'est complètement déconnecté de notre corps. On n'a pas du tout été à l'écoute de ce qui se passe, ce qui fait qu'on perd de l'estime, on perd de la confiance. Et plus on va pouvoir recréer le lien en se disant, OK, là, je ne sais pas, par exemple, quand il y a dans les fratries, des fois, il y a des petits frères, des petites sœurs. Bah, souvent, c'est là où il y a les conflits qui arrivent. Pourquoi? Parce que le petit frère ou la petite sœur, il va venir envahir le territoire du plus grand. Et en même temps, c'est là où il y a la colère qui est réveillée, quand on est envahi dans son territoire. Si on avait pu apprendre de dire à l'aîné, OK, tu as le droit d'être en colère, c'est vrai, c'est injuste, tu as le droit d'être frustré dans ton corps, il y a plein de choses qui se passent où justement, tout d'un coup, l'énergie, elle vient dans les mains ou dans la mâchoire, du coup, il y en a qui mordent, il y en a qui tapent. Eh bien, c'est pas OK de taper ou de mordre, mais par contre, c'est OK de vivre l'énergie dans le corps et de faire en sorte que justement, on puisse la laisser sortir sans faire de mal aux autres, mais tout en se faisant du bien à soi-même. Et pour vous donner un exemple de choses qui ont été vécues, c'est que comme je vous disais, des fois, on boycotte un peu l'émotion, que on voit que la colère, c'est pas bien, que les parents, ils aiment pas ça. Donc, il y a des enfants, en fait, qui vont être beaucoup plus sages, qui vont obéir, qui vont peut-être pleurer plus facilement, mais très rarement se mettre en colère. C'est de prendre conscience que des fois, quand ils pleurent, ils ressentent de la colère, mais en fait, ils vont avoir plus d'amour en étant dans la tristesse. Et une fois, c'était vraiment quelque chose que j'ai pu vivre. C'est tout d'un coup de prendre conscience que quelqu'un pleure. Et puis c'est vrai qu'avant, on disait plutôt, ah, faut pas pleurer, ça va aller parce qu'on n'aime pas quand quelqu'un pleure.
Après, on se dit, OK, il faut accueillir les émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, tu as le droit de pleurer, vas-y, et tout ça. Mais finalement, il se peut que la personne, elle soit pas triste. Et là, j'avais découvert justement cette notion où il existe, vous avez peut-être déjà entendu parler de la roue des émotions, où là, on va plutôt aller observer ce qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec quelque chose où un enfant est en train de pleurer. Et quand on lui demande comment ça se passe à l'intérieur, ben, c'est l'orage, le petit bonhomme, c'est plutôt la colère. Et là, c'est de pouvoir dire, OK, en fonction de ça, de quoi tu aurais besoin? Et en fait, on se rend compte que le besoin, là, en l'occurrence, ce qui était ressorti, c'était d'être fêté. Ben, ce n'est pas l'idée d'organiser une fête, c'est vraiment l'idée de se dire, OK, si la colère vient réveiller les tensions dans les épaules, dans les mains, dans la mâchoire, les dents qui se serrent, les sourcils qui se froncent, OK, ben, être fêté, on va mettre de la musique qui bouge, on va bouger tout le corps, et en même temps, ça va permettre de décharger justement toutes ces tensions qu'il peut y avoir. Et là, c'était assez génial parce que finalement, pour l'enfant, bah, c'était le meilleur moment de sa journée, de pouvoir danser, vivre sa colère. Alors que si on était resté dans quelque chose où tu peux pleurer ou bien pleure pas, ben en fait, on serait passé à côté de quelque chose. Et là, c'est de prendre conscience que de s'être défoulée, elle a sorti sa colère, mais elle a fait du mal à personne. Et au contraire, elle s'est fait du bien. Donc, je donne souvent comme outil quand un enfant est en colère ou même quand nous, on est en colère, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir cette énergie? Il y en a qui vont avoir besoin de taper sur quelque chose, il y en a qui vont avoir besoin de danser, de se défouler, il y en a qui vont avoir besoin de dessiner leur colère. Des fois, je dis, on peut ouvrir la fenêtre, prendre une paille et puis on souffle dans la paille comme si on avait le feu à l'intérieur et puis qu'on le laisse sortir. Ça va être des petites choses symboliques, mais si on part dans le jeu, eh ben, en fait, il y a plein de choses qui peuvent changer. Parce que là, ça veut dire que nous, on est le parent qui est dans le ventral, donc dans la sécurité. Et là, on peut accueillir ce qui se passe chez l'enfant. Et du coup, ça va passer beaucoup plus vite. Par contre, si je n'ai pas conscience de tout ça, eh ben, mon inconscient, il va venir réveiller mon sympathique fuyant ou qui veut dire, ah mais non, calme-toi, parce qu'il veut éviter que ça parte en cacahuète. Donc, on va dire, ah mais non, mais... Et du coup, l'enfant, il se sent ni entendu ni vu parce que ce qu'il est en train de vivre, eh ben, il ne se sent pas compris à quelque part. Alors que pourtant, ça part d'une bonne intention. Et je sais que vous qui êtes présents ici, vous pouvez être déjà super fiers de vous parce que rien que le fait d'être là, c'est que vous avez envie de vous donner les moyens de changer, mais qu'en même temps, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir dire, ben, je fais au mieux. Et ce n'est pas parce qu'on a connaissance de ça qu'on va faire tout juste. Moi, mes enfants, ils sont ados maintenant. Et ben, il y a toujours des fois où ils viennent réveiller des trucs où je suis en réaction. Mais la grande différence par rapport à avant, c'est qu'avant, en fait, je croyais que tout était de leur faute. Alors que maintenant, je leur dis merci parce qu'en fait, quand ils viennent réveiller quelque chose, ben, je sais que je me suis peut-être pas suffisamment centrée. Peut-être que j'ai été trop dans le sympathique, au taquet, à faire mon job et tout ça. Et puis, du coup, ben, ils le ressentent. Et clairement, les enfants, ils ont ce ressenti. Et pour vous donner un exemple de choses que j'ai pu changer, ben, quand c'est comme ça, avant, quand il rentrait de l'école, j'étais plutôt dans la peur de me dire, ah, Dieu sait, si j'avais quelqu'un à la maison, je me disais, ah, ça va partir en cacahuète, il va me tester. Donc, j'étais déjà dans la peur, déjà le sympathique fuyant qui aimerait être dans l'évitement, mais qui peut pas. Et le jour où j'ai pris conscience qu'en fait, ils viennent juste tester et que du coup, si on peut être différent, plutôt que de vouloir qu'ils soient sages, qu'ils soient respectueux et tout ça, ben non. OK, ils rentrent de l'école. En rentrant de l'école, ils ont besoin de décharger un petit peu. Donc, ça peut ne pas plaire. Mais en même temps, c'est comme ça. Et puis, c'est des enfants. Donc, comment est-ce que les enfants peuvent gérer si nous, des fois, on a de la peine? Alors, je reprends juste vos questions. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Et je travaille en crèche avec des bébés 18 mois. Ça m'aide beaucoup. Morsures, tirer les cheveux, la peur de blessure pour lui et les autres bébés. Ben, bien sûr, parce qu'en plus, 18 mois, ça va être la période où il y a tout ce système émotionnel qui se déclenche. Donc, eux, en fait, ils n'ont pas conscience de c'est bien, c'est pas bien. Ils vivent juste les choses dans le corps. Et puis, on va pouvoir dire, OK, là, je vois que tu as envie de mordre, ben, peut-être qu'on va prendre un coussin où on peut mordre, ou bien d'être l'adulte qui se dit, OK, je suis là pour l'accompagner, pour l'aider. Mais en fait, si on n'a pas appris, ben forcément qu'on va plutôt être en réaction, parce que justement, après, qu'est-ce que vont dire les parents?
on va se faire engueuler. Donc, on est vraiment centré sur soi. Et du coup, c'est difficile d'être dans l'accueil de ce qui se passe. Donc, vraiment, plus on va pouvoir revisiter dans le corps les sensations qu'on peut avoir sans porter de jugement. C'est ni bien, ni mal, ni juste, ni faux. On a des années et des années d'expérience d'insécurité parce que quand même 85% des gens est en mode survie. Donc, c'est énorme. Et qu'on circule dans une journée tout le temps. Il y en a toujours un qu'on a un petit peu plus, mais en même temps, on peut passer d'un à l'autre très régulièrement. Je vais continuer avec les 4 étapes de l'apprentissage qui fonctionnent absolument pour tout nouvel apprentissage. Là, en fonction de ce que je vous explique, alors vous aviez peut-être déjà des infos, des connaissances et tout ça, mais souvent, c'est de se dire, quand on apprend quelque chose de nouveau, avant de l'apprendre, on était inconsciemment incompétent. Du moment qu'on a l'information, on devient consciemment incompétent. Parce que ce n'est pas parce qu'on a l'info dans notre tête qu'il y a tout qui change. Et plus on va s'exercer, plus on va devenir consciemment compétent. C'est-à-dire que j'ai besoin de réfléchir à tout, mais par contre, je deviens de plus en plus compétent. Et au fur et à mesure de le faire, que ça devient un automatisme dans notre cerveau, une autoroute neuronale, là, ça devient où on est inconsciemment compétent. On n'a plus besoin de réfléchir. Vous savez, moi, au début, quand j'entendais des gens parler de parentalité positive ou comme ça, je disais, oh, mais moi, ça me paraît franchement, c'est un autre monde, j'y arriverai jamais. Et vous voyez, rien que ça, c'est l'état du dorsal. C'est vraiment, on est dans un état d'esprit fixé, puis on se dit, mais ce n'est pas pour nous. Et là, moi, je vous invite à être dans un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire, j'y arrive pas encore, mais je sais que c'est possible. Des fois, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'être guidée. Et là, en fait, sur les 4 étapes de l'apprentissage, je vous ai mis un petit peu des feux ou quelqu'un qui conduit, parce que j'aime bien donner cet exemple finalement de l'auto-école. C'est que quand on est enfant, on est en voiture, on va de l'endroit A à l'endroit B, on n'a absolument aucune idée de comment ça se passe. Donc, on est vraiment inconsciemment incompétent. Le jour où on peut commencer à conduire, qu'on est au volant de la voiture, là, on devient consciemment incompétent. C'est qu'au début, on se dit, mais c'est une usine à gaz, on ne va jamais y arriver. Il faut penser aux pédales, aux vitesses, aux rétroviseurs, aux clignotants. Enfin, si je ne réfléchis pas, c'est impossible que ça fonctionne. C'est impossible de parler avec la personne qui est à côté. Plus je vais aller m'entraîner, alors, je vais devoir réfléchir, hein. Qu'est-ce que je fais? Là, je dois diminuer la vitesse, je dois freiner un petit peu, je vais devoir y mettre de la conscience, mais plus je vais m'entraîner, plus vite je vais pouvoir aller passer mon permis. Et maintenant, si vous avez votre permis, c'est-à-dire la plupart du temps, en fait, on est inconsciemment compétent parce qu'on réfléchit même plus à ce qu'il y a à faire. Et dans tout nouvel apprentissage, toute nouvelle chose que vous voulez apprendre, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Soyez cool avec vous, c'est qu'au début, c'est impossible d'être performant juste parce qu'on a eu l'information. Donc, ces étapes, et je pense que la plus compliquée, c'est quand on est consciemment incompétent. Parce que ça vient réveiller de la culpabilité, comme je vous disais avant, parce qu'on a la connaissance, on se dit qu'on devrait savoir. Surtout si on a le message d'être parfait et tout ça, ben en fait, on aimerait directement être parfait. Mais la confiance, elle s'acquiert dans l'expérience. C'est-à-dire que d'abord, je vais expérimenter, je vais le faire une fois, 2 fois, 5 fois, et c'est là que la confiance, elle va venir parce que je me suis donné les moyens de le faire. Si j'attends d'avoir confiance pour faire les choses, je vais jamais rien faire, hein, parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas dire j'ai peur, mais j'y vais. Et c'est là, en fait, où ça va nous permettre de pouvoir sortir de notre zone de confort qui n'est pas toujours confortable, en passant à l'action, en faisant des choses qui nous challengent un petit peu. Et vous savez, rien que pour les conférences, eh ben, moi, je me faisais plein de messages. Je me disais, ah, mais non, mais je peux pas. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Il faudrait refaire une formation. Et puis, en fait, on se raconte des histoires, hein. Mais au moins, on passe pas à l'action quand on fait ça. Et un jour, mon mentor, il a dit, en fait, c'est égoïste de ne pas transmettre ce que tu sais aux autres. Et là, j'ai fait une sale tête parce qu'en fait, moi, j'avais surtout pas envie d'être égoïste. On m'avait plutôt appris justement à faire tout pour les autres. Et en fait, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais ok, mais arrête de nager dans ce sens
en ramenant tout à toi, ah, mais j'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais en fait, transmets ce qui se passe, les gens, ils prennent pas, peu importe. Mais là, c'est devenu ma mission de vie et c'est là où j'ai la petite flamme qui s'est allumée en me disant, mais moi, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Si je peux faire en sorte que les gens gagnent du temps, eh ben, génial. Et du coup, c'est quelque chose, en fait, où ça amène un passage à l'action. J'ai peur, mais j'y vais. Donc, vraiment, soyez cool avec ces étapes de l'apprentissage. Maintenant, j'arrive au bout de ma conférence. Donc là, c'est sûr qu'en faisant par visio, par Zoom, eh ben, il y a des gens qui peuvent venir de tout horizon. Donc, j'ai mon cabinet en Suisse où je fais des consultations individuelles, mais j'ouvre aussi maintenant au visio. Je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit parce que l'idée, c'était vraiment de vous transmettre les informations, de vous ouvrir sur d'autres choses. Par contre, je vous offre très volontiers un petit entretien de 30 minutes, 45 minutes, si vous avez envie de savoir un peu plus, de voir si on peut mettre des choses en place. Vous pouvez scanner le code barre qui est là pour vous rediriger vers un entretien gratuit. Et autrement, que ce soit mes coordonnées, que ce soit mon mail, si vous avez des questions ou autres par la suite qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment avec grand plaisir que j'y répondrai. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, eh bien, je vais laisser place aux questions-réponses. Donc, vous pouvez soit lever la main si vous le savez le faire pour pas qu'on parle tout en même temps si vous avez des choses à dire, ou allumer votre micro et puis poser votre question. L'idée, c'est vraiment que je puisse vous aider un maximum. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter le partage et vous reprendre en live. Voilà, Mhm. des questions. Christelle? Bah, moi, oui, j'ai une question, parce que je suis professionnelle avant tout dans le domaine de la petite enfance, donc ça me parle dans mon quotidien de vie tous les jours. Mhm, Malgré, j'ai pris la décision de bientôt arrêter ce genre de poste, mais ça va me servir parce que de toute façon, je veux partir un peu, être aidée par ta coach, donc voilà. excellente C'est ce décision. qui, Franchement, tout ce qui nous d'être a aidé, regroupés un peu dans le ouais, projet, voilà. d'être Et aidé dans ces moments-là, ça aide vraiment parce qu'on est beaucoup trop seul dans notre coin, c'est difficile d'avancer en étant seul. Donc, c'est une excellente décision que tu prends que de te diriger vers Aurélie. Bravo pour ouais, cette voilà. décision. Parce que moi, je sais que j'avais le problème là, enfin, je l'ai toujours parce que je reste encore quelques mois, mais je veux dire, sur des morsures avec les enfants, sur la relation avec d'expliquer les morsures, vu qu'il n'y a pas de communication verbale, vu qu'ils sont trop petits, et ou sur des tirages de cheveux ou des comportements d'agressivité, de colère, parce que on a des enfants que dès qu'on leur dit le non sur des choses, par exemple, juste prendre un jouet que l'autre enfant a porté, enfin, à laver ou quelque chose comme ça Mhm, se jette en arrière, enfin, ça se met en danger ou ça a le réflexe de mort parce que ça n'a pas joué. Enfin, c'était un peu c'était une ouverture par rapport à tout ça qui m'aide aussi à, enfin, que je connais, que je travaille, que je mets en action avec des réunions professionnelles. mhm, Mais en même temps, ça joue sur ta vie privée avec tes enfants, de ce que tu as pu vivre, de ce que tu vis encore, la communication avec des jeunes ados, puisque les derniers ont 21 et 23 ans. Ils sont, ouais, des jeunes femmes en pleine découverte professionnelle. Donc c'est vrai que ça aide, enfin, ton expérience est une expérience je trouve, qui s'adapte avec dans tout domaine confondu c'est et ça. c'est hyper important. Enfin, moi qui suis dans le domaine en plus et dans le domaine je veux me former par la suite dans aider, je sais pas dans quelle formation, mais voilà, je veux dire, trouver ma voie pour aider les autres et en lien, avec ce que tu fais en ligne et tout ça. Et c'est vrai que mon expérience et ce que tu apportes, c'est complémentaire pour moi, professionnellement parlant et affectivement parlant, quoi. Bah, merci beaucoup Ça pour ton m'apporte de la partage. lumière, ça me rassure, Mhm. ça me questionne sur comment on a fait avant avec nos enfants, sur comment on fait sur notre lieu de travail. Enfin, c'est plein de thèmes qui me parlent énormément. Bah, après, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, ça me parle beaucoup.
Super, merci beaucoup pour ton partage, Christelle. Est-ce Voilà. qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager ou qui ont des questions par rapport à ce que j'ai pu vous présenter? Liliane ou Bonjour. Simone? Je- Mais écoute, moi j'ai été vraiment très très intéressée. C'est un sujet que j'avais survolé, mais bon, je n'avais pas approfondi. Là, ça a été vraiment d'une manière très très synthétique et bien expliquée. J'ai presque envie de dire que c'est aussi bien pour les mamans, pour le côté professionnel, pour la vie de tous les jours. Tout à fait. Alors, c'est clair que Euh, ça s'adapte absolument à tout. Ça s'adapte à tout le monde et on le vit tous les jours. On le vit tous Mhm. les jours. Et le fait de comprendre ce que on est en train de vivre, ben oui, ça permet de devenir de plus en plus facile et de trouver les bonnes ressources. Mhm. Ça, c'est vraiment génial. Euh, je, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de le proposer à tout le monde. C'est clair. Il faut vraiment, oui, oui, et à partir du moment où on a cette connaissance-là, ben oui, la vie devient plus simple, hein. Déjà, Complètement. mhm. Et Mhm. je vous redonne juste un exemple parce que je pense que c'est dans les cas concrets pour vous montrer comment ça se passe. Mais comme je vous disais, dans le vécu au niveau famille, ben forcément, on reste un petit peu dans les schémas qu'on a l'habitude. Et il n'y a pas si longtemps que ça, avec mon aîné qui a 18 ans maintenant, hein, donc c'est un plus grand. Mais régulièrement, en fait, il va arriver du travail où il a besoin de décharger, donc il va être dans ce côté un peu explosif. Et une Mhm. fois, en fait, j'ai voulu lui rendre service en lui faisant son lit, mais en fait, juste en le lavant. Et Mhm. là, clairement, j'ai lavé son lit. J'étais toute contente de me dire, ah, il va arriver, il va être tout content parce que son lit a été lavé. Et finalement, il est arrivé d'une journée de travail où il était super fatigué et il a commencé à exploser. Donc, sympathique, agressif, en disant, oh, quand même. Alors, je m'excuse des termes, mais c'est vraiment, tu fais chier, je t'ai rien demandé. Enfin, vraiment hyper explosif. Et je me dis, moi, si j'avais pas eu connaissance de ça, eh ben, Mhm. clairement, je serais partie dans ce côté hyper agressif aussi. T'as pas le Mhm. droit de me parler comme ça, tu ferais mieux de me dire merci, franchement, j'ai pris du temps pour toi et tout. Mhm. Et Des vieux schémas, c'est des clair. vieux schémas. Et là, en fait, d'en prendre conscience, je lui ai dit, tu sais quoi? C'est mon sympathique fuyant qui a voulu faire plaisir, mais j'ai pas pensé que toi, tu allais arriver super fatigué. Et vu que le sympathique fuyant, il prend pas ses responsabilités, bah là, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais prendre mes responsabilités, puis je vais aller jusqu'au bout. Donc, je te propose de te poser sur le canapé 5 minutes, et puis moi, je vais finir le lit parce qu'effectivement, tu m'as rien demandé. Et la prochaine fois, je saurai que soit je te demande, soit je vais jusqu'au bout, ou je vais faire différemment parce que là, c'est un Mhm. automatisme. Mais le fait que j'ai pu lui parler comme je vous parle là, ben en fait, lui, il est tout de suite redescendu parce que ça veut C'est dire que ça. j'étais en sécurité. Et directement, il m'a dit, maman, je m'excuse de t'avoir crié dessus, mais je suis tellement fatiguée que franchement, je ne peux pas du tout imaginer de faire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé assez génial parce qu'autrement, les automatismes nous auraient ramené. Puis il y a des fois où j'arrive pas et puis que je m'emballe. Par contre, je vais retourner vers lui après en disant, OK, ben là, j'ai surréagi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour réparer? C'est ça que je faisais pas avant parce qu'avant, en fait, je ravalais dans mon coin. Je pensais que c'était lui le responsable. Puis en fait, tout le monde est mal de son côté. C'est clair. Donc, je voulais juste vous partager. Je pense que dans les exemples, ça permet vraiment de C'est pouvoir clair. faire des liens avec nos histoires, hein. C'est clair, complètement. Mm. Simone, est-ce que tu voulais partager quelque chose? Oui, bon, maintenant les enfants sont grands, hein. Et ma fille a une petite fille que je garde très souvent et elle a maintenant 11 ans et je sais pas comment des fois j'arrive pas à... Bon, j'ai été une maman très très autoritaire parce que je voulais les responsabilités très très vite parce que moi j'ai une Mhm. responsabilité très vite donc je voulais pas qu'ils aient le même souci. Oui. Donc, ok, mais pour ma petite fille, au contraire, je ne veux pas justement être autoritaire, au contraire. Mais il y a des moments, bah, elle se renferme et je ne peux rien en tirer. Rien. Mhm. Mhm. Même j'essaie d'être gentille et tout. Non, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu arrives à dire ce que ça te fait quand elle se renferme et puis que tu peux rien en faire? Ce que ça me fait. Ouais, qu'est-ce que tu te dis ou comment tu te sens? Bah, je suis perdue. OK.
suis perdue. Oui, voilà, je suis perdue parce que euh, maintenant, je ne veux plus être dans la confrontation. C'est fini. Je ne veux plus juger, je ne veux plus critiquer. Et je suis perdue. Alors, ce que j'aurais envie de te dire, c'est par rapport à ça, c'est de pouvoir dire, OK, est-ce que tu arrives à observer elle, dans quel état elle se met? Est-ce qu'elle est plutôt dans le sympathique agressif, dans le sympathique fuyant, dans le dorsal? Si tu dis qu'elle se renferme, Parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'elle est partie dans sa chambre et puis qu'elle est en train de pleurer ou de se renfermer. On ne s'en rend pas compte. OK, donc c'est là où tu veux dire qu'elle se renferme, donc elle va s'isoler. Voilà, alors des Et fois, puis, bon, du coup, je la cherche. Et puis, Mhm. c'est là que je me rends compte qu'elle pleure sur son lit et j'essaye de la. Mais elle se ferme totalement, elle ne communique pas du tout. OK. Et c'est comment pour toi le fait qu'elle communique pas? Est-ce que ça te crée de l'insécurité quand tu dis je suis perdue? Un peu quand même, oui, un Mhm. peu. Ouais. Et tu vois, là, l'exemple que je pourrais te donner, c'est de dire, bah, tu te sens perdu, donc peut-être que toi, ça vient activer un peu le dorsal, tu vois, cette notion où je Ah me oui, sens c'est sûrement, oui, oui, impuissante. c'est sûrement, oui, oui. Et en fonction de ça, bah, si tu dis qu'avant, tu étais plutôt dans le côté de stimuler tes enfants et tout, Oui, 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 bah, oui. c'est comme si ça vient inconsciemment de créer de l'insécurité parce qu'il interprète, ton système nerveux interprète ça comme je Ouais, suis en danger. ouais, Et ouais. en même temps, si on t'apporte du ventral, tu vois, ça serait de Mhm. pouvoir dire, OK, mais tu as le droit de ressentir ça, c'est normal que c'est pas agréable, t'aimes pas la voir pleurer, en plus Oui. de ça, elle veut pas Ah de oui, ton aide, donc peut-être tu te sens rejeté à ce moment-là. oui, 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 oui. Ouais. Et en fonction de ça, Mm. c'est de dire si toi, tu peux accepter, accueillir, puis te dire, mais en fait, moi, je peux lui proposer, est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu Ah, veux mais que je te c'est ce que laisse je fais, seule? c'est ce que je fais, Et mais elle me repousse, elle parle pas. voilà. Ben, en même temps, c'est de pouvoir dire, OK, ben, je vois que pour le moment, tu n'as pas besoin d'aide, mais Ouais, ouais. sache que si tu as besoin de moi, tu C'est peux ce que je venir. dis. C'est ce que Et je c'est dis. ça. Ben voilà, tu vois, c'est ça, c'est de pouvoir dire, dans ces moments-là, c'est d'accepter qu'il y en a qui ont besoin, et puis Ah oui, finalement, que dans ce ah oui, moment-là, tu peux ah ouais. proposer ton aide, mais tu peux pas l'imposer. Ben non, non, d'accord. Donc, Merci. après, ça serait peut-être aussi une piste de se dire, tu vois, par rapport à l'exemple que j'ai donné avant, est-ce que c'est vraiment de la tristesse qu'elle ressent? Si elle repousse comme ça, tu vois? Parce que des fois, Mm. quand on est triste, on se replie, ben, peut-être qu'on aime bien que quelqu'un vienne. Peut-être que ça va être de la frustration, quelque chose qui lui a pas plu, que ça n'a pas été, et Oui, puis que oui. finalement, elle va aller pleurer. Donc, une autre piste que tu pourrais éventuellement, si ça te parle seulement, envisager, serait de pouvoir Mhm. dire, bah, tu sais, là, quand tu t'enfermes puis que tu veux pas d'aide, peut-être c'est parce que tu as cette énergie de colère à l'intérieur, des choses qui t'ont pas plu, puis peut-être qu'on pourrait mettre des choses en place. La prochaine fois, si tu as envie, on peut taper dans un coussin, ou on peut souffler dans une paille, ou on peut Je lui ai déjà dit, danser. ouais, ouais, je lui ai déjà dit de taper sur un arbre ou quoi que ce soit, ou de crier, mais non, Voilà, euh, bah pour le moment, elle prend pas. Mais elle prend après, c'est pas. aussi de pas dire, des fois, on veut mettre des choses en place pour nos enfants ou petits-enfants, mais nous, Mhm. on continue à ravaler. Et Bah oui, du oui. coup, ce que je vous propose, c'est vraiment d'être l'exemple, hein. C'est de pouvoir se dire, on veut mettre plein de choses en place parce qu'on les aime, on veut leur faire plaisir, on Mm. veut qu'ils soient bien. Mais finalement, ça va être dans l'exemple qu'il va pouvoir y avoir du changement. Et Mm. moi, avant de connaître toute cette théorie polyvagale, c'était assez drôle dans le sens où je faisais plein de théories, enfin, j'avais compris plein de choses. Et Oui, un oui, jour, mon aîné, il m'a dit, mais maman, c'est bien joli tes théories, mais passe à l'action. Et là, je me suis dit, ah oui. ouais, quand même, que c'est les enfants qui viennent dire ça, c'est de pouvoir dire, bah voilà, si je veux qu'elle tape dans un coussin ou comme ça, bah peut-être que moi, je vais avoir besoin de lui montrer l'exemple. Mhm. Peut-être qu'on va pas attendre la prochaine fois que ça se passe, mais on va le faire un peu sous forme de jeu. Puis dire, OK, bah tu sais quoi, là, on pense à quelque chose qu'on n'a pas aimé, et puis du coup, on commence à secouer les bras, à secouer les Oui. jambes, à secouer la tête. Comme ça, on le fait avant que ça déborde. Ça peut Mhm. être une piste que je te Mhm. propose, mais après, tu prends Parce seulement que ce que bon, ça te là, permet. ben, dans ce cas-là, je la laisse tranquille et puis je vais dans la nature, je vais me calmer, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est de voir que tu vois son insécurité vient réveiller ton insécurité parce que Mhm. c'est pas agréable pour toi. Donc d'abord, occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Mhm. Vraiment, avec ce côté, c'est comme si tu t'apportes du ventral. C'est OK, sûr. ben là, peut-être je me sens rejetée ou je me sens impuissante. C'est OK de ressentir ça. Mais en même temps, bah, peut-être que je peux justement me remettre dans l'action, mettre un peu de musique, secouer. Et puis, si elle me voit faire ça, elle va peut-être venir le faire avec moi. Mhm. Ok. Peut-être, oui. Oui, peut-être. C'est vrai. À tester, à voir, peut-être, par expérience, si on montre l'exemple,
ça se passe. Et là, en cabinet, dans mes séances individuelles, souvent, on parle aux parents et on voit que la plupart du temps, on veut le faire pour nos enfants. Et j'ai une maman qui me dit, ah, vous savez, ce que vous m'avez proposé, ça fonctionne pas, il va jamais taper dans le coussin. Puis je dis, OK, alors c'était peut-être pas le bon truc pour lui et tout. Puis la séance d'après, elle me dit, vous savez quoi? En fait, une fois, j'étais tellement énervée que j'ai pris un coussin, j'ai tapé dedans. Bah, depuis, mes enfants, ils le font. Et c'est ça vraiment qu'il faut qu'on retienne, c'est que montrons l'exemple, arrêtons de parler, arrêtons d'expliquer, mais passons à l'action. Et pour passer à l'action, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Est-ce Merci. qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a un message. Un immense merci pour cette conférence extrêmement riche et essentielle menée avec brio. Ben, merci beaucoup. Gratitude et reconnaissance pour ce décodage de nos fonctionnements et les outils pour le changement. Du coup, C'est clair. est-ce que la personne qui a écrit ça est toujours là, aimerait dire quelque chose ou pas forcément? Non, non, pas forcément. Pas forcément. OK, très bien. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, même des personnes qui sont déjà intervenues, puisque profitons de pouvoir même partager des situations, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire différemment. Christelle, tu as quelque chose? Oui, bah, c'est vrai que par rapport à mon métier, on utilise beaucoup le livre sur la colère ou des choses comme ça par rapport aux enfants et à lire des genres de petits fascicules qui ont été créés pour eux. Mais ça sert pour nous aussi finalement. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Christelle, mais finalement, moi, au cabinet, j'ai pas mal d'enseignants ou d'éducateurs qui viennent. Et en fait, ça va être des personnes où ils ont appris à mettre des choses en place, des outils et tout ça, mais on voit en fait que des fois, dans notre quotidien avec nos propres enfants, en tout cas, c'est souvent ce que, des fois, on se dit, on doit tout savoir puisqu'on est dans le métier, mais en même temps, notre propre entourage vient réveiller d'autres émotions qu'au niveau ça. professionnel. Et c'est des fois là où c'est culpabilisant parce qu'on se dit, au travail, je sais faire, hein, mais par contre, à la maison, c'est plus compliqué. Bah, c'est vrai que moi, j'ai une fille qui a 21 ans qui était très autonome très tôt, puisque bon, elle était mise de côté par rapport à sa sœur qui était gravement malade dans une période de sa vie. Et c'est vrai que finalement, ce que tu apprends sur ton lieu de travail, des fois inconsciemment, moi qui suis dans le domaine de l'enfance depuis 2018 et qui étais plus ou moins baignée un peu dans toute ma vie professionnelle. Et c'est vrai que des fois, ton enfant, ton jeune adulte, il te dit, mais attends, tu t'occupes des enfants des autres et nous, on est là aussi, tu vois. C'est ça. Ce que tu dis est véridique et se retranche complètement. Et tu as un peu le reproche et l'analyse de l'enfant qui met le doigt dessus sur ce qui blesse et ce qui fait mal, quoi, finalement. C'est ça, clairement. À tout âge, je pense que même quand on est mamie ou quand on est maman, enfin à n'importe quel âge, je trouve. Ça regroupe plein de domaines de vie. Absolument. Ouais, c'est clair. Mmh. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine la réunion, la conférence? Si ce n'est pas le cas, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous aimeriez avoir le replay, n'hésitez pas à me faire un petit message, que ce soit en me suivant sur les réseaux ou bien par un moyen ou un autre, peu importe. Et puis, si vous rencontrez des difficultés avec des sujets particuliers, moi, je vais en refaire de ces conférences. Donc, si j'ai des thèmes qui reviennent régulièrement ou des difficultés qui reviennent régulièrement, c'est avec grand plaisir que je ferai des conférences ciblées sur le sujet. Très intéressant. Avec plaisir. Merci à vous pour votre écoute et pour le temps consacré. Et bravo de vous donner les moyens de faire des changements. Merci. Merci. Du coup, toute bonne fin de journée, bon week-end. Merci beaucoup. Et à Oui, à bientôt. vous aussi, lumineuse journée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.